Les articles d'Olivier Lafay. Toutes les opinions se valent, surtout la tienne, du 17 juillet 2013. Très régulièrement, nous lisons des interventions où il est dit implicitement ou explicitement que toutes les opinions se valent. En général, c'est ce qu'affirme la personne quand elle ne veut pas accepter l'argumentation de son interlocuteur. Dire que toutes les opinions se valent, c'est pouvoir rester sur sa position. On n'a même plus à accepter quoi que ce soit du discours de l'autre, puisqu'on n'a même plus à en tenir compte. Dire que toutes les opinions se valent, c'est aussi se trahir. C'est trahir son besoin naïf de suprématie, puisque cela montre notre vision du rapport à l'autre. Notre opinion doit rester supérieure, même si quelqu'un vient de la démolir avec une argumentation dérangeante. Penser que nous aurions tous raison, à notre façon, n'est pas forcément erroné. Nous avons tous un aperçu des situations qui peut être considéré comme exact. Pascal, dans Les Pensées, l'explique fort bien lorsqu'il traite de la persuasion. La question est de savoir, par contre, si notre aperçu, notre point de vue, est plus ou moins large, plus ou moins étriqué. Ainsi, ne voir que l'arbre, c'est oublier la forêt. On a raison de dire que l'arbre est là, qu'il est important, on peut même s'attarder à le détailler. Mais cela reste un point de vue partiel et aveuglé, puisque les milliers d'autres arbres qui composent la forêt sont oubliés. On perd la notion de diversité des espèces. On perd le concept de forêt. On perd la possibilité de comprendre nos semblables, on perd la possibilité de s'accorder réellement avec eux, etc. Beaucoup de gens pensent comme ça. Beaucoup de gens ne voient qu'un tout petit arbre, qui existe bel et bien, en font un baobab, le seul arbre, et c'est la source de bien des guerres. Leur point de vue est partial, et ils se reposent sur une sorte d'intuition qui serait censée leur dire ce qui est juste et vrai. Alors, on assiste à des combats de vérité contre d'autres vérités, appuyés sur quelques connaissances parfois, mais surtout sur le sentiment profond d'avoir raison, une sorte d'intuition qui nous guiderait mieux que l'intelligence et le savoir. Cette intuition, ce sentiment d'être dans le vrai, crée des guerres, car on occulte ainsi une vue panoramique des phénomènes, et l'individu qui se repose sur ce troisième œil s'illusionne sur son pouvoir. On ne crée pas l'intelligence et le savoir ex nihilo, tout seul en soi-même. C'est un des grands signes de l'hubris, la démesure, moderne, où les égos sont poussés à s'affirmer et se déployer au maximum, où l'orgueil est bien souvent la seule boussole. Chacun veut être le plus malin, le plus fort, le plus riche, le plus rapide, le plus beau, le plus habile, le plus. Mais, pour satisfaire concrètement son ego, sans trop s'illusionner et tomber un jour de haut, il faut du travail et beaucoup d'humilité pour se mettre en condition d'apprendre de l'autre. Pour l'emporter lors d'une confrontation d'idées, il faut du travail. Fonder la vérité en soi-même serait alors un moyen économique de s'assurer d'avoir toujours raison, contre qui que ce soit. Et si l'affrontement, car c'est un affrontement et non un échange, semble objectivement tourner mal, alors il reste la dernière pirouette pour se déclarer vainqueur. Toutes les opinions se valent. L'intuition, le culte de l'opinion relative, serait alors un moyen économique de se déclarer puissant, intelligent, un moyen de s'épargner le réel travail nécessaire au développement effectif de son intelligence. Base d'une connaissance processive élargie. Tout est relatif, sauf moi.